Bon, bah, écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Donc moi, je suis Valérie Plantard de l'ARIA Hauts-de-France et je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes très nombreux à nous solliciter régulièrement pour avoir de l'information sur la pénurie de semi-conducteurs. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Alors, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'APFA, les ARIA et les pôles de compétitivité automobile nationaux. Et nous tenons à remercier énormément IHS Markit Automotive et plus particulièrement Jérémy Bouchot d'avoir répondu présent une fois de plus. Alors, avant de passer la parole à Jérémy, quelques rappels des bonnes pratiques à suivre pour assurer un bon webinaire. Alors, pour rappel, le webinaire est enregistré. L'enregistrement a déjà commencé. Tous vos micros sont coupés d'office. Gardez-le coupé tout le long de la présentation. Alors, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, poser des questions durant le webinaire. Alors, vous êtes très nombreux, donc on ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions au fur et à mesure, mais sinon, il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, soit via le chat, soit en levant la main pour vous donner la parole, vous pourrez poser vos questions. Et enfin, à l'issue du webinaire, la présentation et le lien vers le replay seront disponibles, enfin, vous seront envoyés et seront aussi disponibles auprès de votre contact ARIA ou pôle de compétitivité. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérémy pour nous faire un petit point sur la pénurie des semi-conducteurs. Voilà, merci. Merci pour l'introduction. Donc, je vais présenter. Est-ce que vous voyez mes slides? Tout Oui, à très bien. fait, c'est bon. Ok, bon, merci Valérie pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi de présenter à nouveau. Je me souviens l'année dernière, quand j'avais présenté, il y avait beaucoup de questions intéressantes. C'était très interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, la pénurie de semi-conducteurs, ça fait plus d'1 an maintenant que ça fait les gros titres de la presse. Et il est relativement difficile aujourd'hui de savoir où on en est. On entend certains fabricants qui sont très optimistes pour l'année 2022 et on entend aussi des voix qui sont beaucoup plus prudentes, qui s'attendent à ce que la pénurie continue pendant un certain temps ici. Donc c'est pour ça que notre titre, c'est est-ce que cette pénurie de semi-conducteurs, c'est le monde d'après, the new normal, ou est-ce qu'on est en train d'en sortir? Et je vais déjà vous donner le résumé de notre analyse. On pense que la crise ou que la pénurie va se résorber quelque peu cette année, que ça va aller mieux en 2022, mais qu'on n'en est pas sorti. On voit encore un déficit structurel pour pour la capacité de fabrication de certaines puces pour l'automobile. Et vu ces capacités en place, vu les investissements qui sont aujourd'hui communiqués, il y a même un risque que la situation empire à nouveau fin 2023, début 2024. Donc oui, ça va s'améliorer un petit peu cette année, mais on n'en est pas sorti. Donc je vais commencer par regarder où on en est aujourd'hui, une récapitulation de ce qui s'est passé l'année dernière en termes de voitures non produites et où on en est aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais passer un peu de temps pour expliquer pourquoi et comment le nombre de puces augmente aujourd'hui dans les voitures, parce que c'est l'une des raisons, la forte demande de puces pour l'automobile, c'est l'une des raisons pour ces problèmes de pénurie. J'aimerais aussi ensuite aborder une ou certaines tendances sur l'électronique automobile dont certains espèrent qu'elles vont aider à résorber cette crise, comme la migration vers des architectures électroniques plus centralisées, ou alors vers la migration vers des process de fabrication beaucoup plus avancés pour les puces électroniques pour l'automobile. Ensuite, dans la dernière partie de ma présentation, j'aimerais quantifier, vous montrer comment on a essayé de quantifier cette pénurie et d'anticiper même la pénurie et de la quantifier dans les années à venir. Voilà. Donc d'abord, on peut, comme récapitulatif regarder le nombre de voitures qui n'a pas été produite à cause de cette crise depuis plus d'1 an maintenant.
On voyait ici semaine par semaine, ici le nombre de voitures non produites. Et l'année dernière, il y a eu presque 10 millions de voitures au niveau mondial non produites. Donc, c'est énorme. Et ça continue à augmenter. Les derniers chiffres que j'ai vus de mes collègues en début de semaine, je n'ai pas eu le temps d'intégrer ici, c'était 10,4 millions. Donc, ça continue à augmenter. Mais si on regarde cette courbe de plus près, on peut voir différentes phases dans cette crise. Avec la première phase ici, liée à des événements extérieurs, donc c'était au mois d'avril jusqu'au mois de juin. Si vous vous souvenez, c'est là que ça a empiré d'un coup quand Renesas a eu un feu dans une de ses principales usines au Japon pour la fabrication de microcontrôleurs. Et quelques semaines après, il y avait eu cette vague de froid au Texas qui avait aussi impacté la fabrication de microcontrôleurs pour d'NXP et d'Infineon. Donc, on a vu ici cette courbe qui a augmenté plus vite en termes de voitures non produites. Et on a vu ensuite, pendant l'été, à partir du mois de juillet, vraiment jusqu'à la fin jusqu'au début de l'automne, jusqu'au mois d'octobre, on a vu une deuxième accélération de cette courbe, donc un empirement de la situation. Et ça, c'était plus lié à ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, en particulier en Malaisie, où une grosse partie de certaines étapes de la fabrication de puces sont concentrées. En particulier, ce qu'on appelle le back-end, donc le packaging, l'encapsulation et le test, est énormément localisé ou concentré en Malaisie, Philippines, Singapour, etc. Et c'est du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, il y a eu de nouvelles vagues de Covid et des confinements très importants qui ont vraiment impacté l'industrie automobile ici pendant ces mois-ci, ces mois, comme je le montre ici. Est-ce qu'on voit enfin la fin de la crise, peut-être, c'est à la fin de cette courbe ici. Vous voyez, la courbe commence à être beaucoup plus plate. Il y a moins de réduction, moins de coupes dans la fabrication de voitures qui sont associées à la fabrication de semi-conducteurs ou à la non-livraison de semi-conducteurs. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train d'en sortir ou est-ce que c'est plutôt que finalement les fabricants de voitures voient les contraintes en termes de livraison de puces comme le nouveau monde, le monde d'après, le new normal, et qu'ils ont finalement intégré ces contraintes à leur plan de production et en conséquence, ils ont moins de disruptions, moins d'arrêts d'usines à annoncer. Là, ce qu'on pense, nous, c'est que c'est un mix des deux. Ça commence à aller mieux, mais c'est aussi que les fabricants de voitures ont intégré ces problèmes d'approvisionnement dans leur plan, et c'est pour ça qu'il y a moins de changements aux annonces de production. Un webinaire sur les problématiques de semi-conducteurs dans l'automobile. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc début 2022, comme je vous l'ai dit, il y a certaines annonces qui sont très optimistes. Ici, quelques exemples. Donc, Toyota a annoncé en décembre que janvier allait être un record en termes de production de voitures, avec 800 000 voitures de produites. Ensuite, on a eu au début de janvier plusieurs annonces de Hyundai, de Ford, avec des énormes progressions de leur plan de production pour cette année. Je crois que Hyundai, c'était plus 17%, Ford, c'est encore plus fort. Et donc, c'est très impressionnant et ça donne l'impression que finalement, on est en train de sortir de cette crise. Mais ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que cette chaîne reste très, très, très fragile. La situation reste très fragile. Même s'il y a une amélioration au début d'année, ça reste fragile. Et juste avec quelques exemples, Ford, qui était très, très, très optimiste en tout début d'année, quelques semaines plus tard, a coupé déjà ses annonces de production pour le premier trimestre parce qu'ils n'ont pas eu toutes les puces dont ils avaient besoin conformément au plan qu'ils avaient annoncé précédemment, quelques semaines avant. Et la même chose pour Toyota. Toyota qui avait fait cette annonce très, très agressive ici, très positive pour le mois de janvier, a quelques semaines plus tard aussi réduit ses annonces parce qu'ils ont été impactés par les inondations en Malaisie qui ont à nouveau
affecter la production, le back-end pour la fabrication des puces. Donc encore d'autres exemples ici. On vient d'entendre qu'un fabricant, l'un des principaux fabricants de microcontrôleurs est obligé de réduire ses livraisons de presque 1 million de pièces pour des microcontrôleurs pour l'automobile à cause de problèmes d'approvisionnement en substrat pour l'encapsulation des puces. Donc voilà, la chaîne industrielle reste très exposée ici. On n'est pas encore sorti de là. Et une autre mesure qu'on peut regarder, je vous montrerai un slide un peu plus tard, c'est le délai de livraison pour les puces. Il est encore plus que 2 fois plus long que la normale pour les puces automobiles. Et ça montre très bien qu'on n'est pas encore, on est très loin d'être revenu à une situation normale, qu'il y a encore des problèmes et des contraintes pour les puces automobiles. Et donc, pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi on en est là, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le passé ici. Et ce slide ici, cette courbe montre l'évolution de la moyenne du nombre de puces par voiture jusqu'à si on regarde jusqu'à 2002, donc pour les 20 dernières années. Et c'est pas une estimation, c'est vraiment basé sur les données qui sont livrées directement par les fabricants de puces, divisées par le nombre de voitures qui ont été produites. Donc, ce sont des données très, très robustes ici. Et si vous regardez cette évolution, le nombre de puces par voiture a augmenté relativement modestement, je dirais, de 2002 jusqu'à 2013-2014. Et on voit ici une accélération de la courbe à partir de 2016-2017. Et là, ça continue à augmenter de plus en plus vite ici, fin 2021. Et donc là, le dernier point, c'est novembre 2021. Et si vous regardez 2021, la moyenne de nombre de puces par voiture de 2021 par rapport à 2017, elle est presque 2 fois plus forte. Et ça aide à répondre à une question qu'on a souvent eue. Pourquoi est-ce que l'industrie a été capable de fabriquer 95 millions de voitures en 2017? 95 millions, c'était le record. Et cette même industrie n'a pas été capable de fabriquer a juste été capable de fabriquer 75 millions de voitures l'année dernière. Et donc la raison, elle est ici. Ces 75 millions de voitures produites l'année dernière ont consommé finalement beaucoup plus de puces que ces 95 millions de voitures produites en 2017. Et cette courbe continue à augmenter comme vous le voyez là. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ici qu'on ne peut pas vraiment comparer la situation aujourd'hui avec ne serait-ce qu'il y a 3, 4 ou 5 ans. Et la raison pour ça, pour comprendre cette accélération de la demande de puces, il faut essayer de regarder l'évolution du mix de voitures qui sont produites et vendues ces dernières années et dans le futur. Le slide de gauche, le graphe de gauche, montre l'évolution par segment, donc avec les segments A jusqu'à F. Donc A, c'est une toute petite voiture. F, ça va être un segment, une grosse voiture plutôt luxueuse. Et on voit Est-ce que tout le monde peut se mettre en mute, s'il vous plaît? Merci. Allô, allô? Oui, oui, bonjour Sébastien. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'évolution des segments D, E, F donc, augmente finalement ces dernières années. Et donc, de façon, vous pouvez imaginer une voiture E ou F, par exemple, donc une Mercedes S-Class va consommer beaucoup plus de puces qu'une Mercedes A-Class, par exemple. Donc ça, c'est l'une des raisons pour cette accélération de la demande. Et de façon beaucoup plus importante, et tout le monde est au courant, mais c'est vraiment intéressant de le montrer avec des chiffres ici, l'accélération de l'électrification. Donc en 2019, avant cette crise, simplement 8% des voitures produites étaient hybrides ou électriques, et cette année, ça va être 25%. Et c'est vraiment très important parce qu'une voiture électrique ou hybride va consommer beaucoup plus de puces qu'une voiture avec un moteur thermique. Pas simplement pour la fonction de propulsion, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une voiture électrique pour le même segment va être vendue avec davantage d'équipements de conduite assistée, par exemple, donc ADAS, ou davantage d'équipements de confort, d'infotainment, multimédia, etc. Et donc, pour cette raison, on va consommer beaucoup plus de puces que la même voiture
avec un modèle thermique. Et donc ça, c'est vraiment l'un des points fondamentaux qui explique cette accélération que j'ai montrée ici de la demande de puces par voiture. Et on est allé une étape plus loin pour essayer de quantifier cet impact. On a basé sur une analyse d'une centaine de voitures ici. On a regardé en fait la distribution du nombre de puces par segment et par type de propulsion. Et on a fait cette analyse en particulier pour deux types de composants qui ont été les principaux goulets d'étranglement l'année dernière, donc les microcontrôleurs et les puces analogues ici. Et donc, si vous regardez ici de gauche à droite, une voiture sur le segment A va consommer beaucoup moins de puces qu'une voiture sur un segment F, donc comme je vous l'ai déjà indiqué. Mais de façon encore plus intéressante, si vous regardez sur le même segment, par exemple le segment C, par exemple une Golf, en moyenne, une voiture sur ce segment C thermique va consommer à peu près la moitié du nombre de puces qu'une voiture électrique sur ce même segment. Et si vous regardez en termes de puces analogues, c'est encore plus fort, cette évolution. Et donc, vous pouvez comprendre ici comment cette évolution, finalement, cette accélération d'électrification et cet accroissement des segments plus élevés des voitures augmente finalement et accélère la consommation des puces ces dernières années ici. Donc, on a parlé du passé. J'aimerais parler du futur un petit peu et vous avez peut-être entendu parler de certaines annonces liées à Tesla, par exemple, qui indiquaient que Tesla s'en est mieux sorti avec cette crise de l'année dernière parce qu'ils ont mieux anticipé et à cause des architectures avancées qu'ils utilisent ou alors à cause du fait qu'ils utilisent des puces avec des process plus avancés. Et c'est vrai à un certain degré, c'est vrai pour certains types de puces. Et donc, on le montre ici à gauche sur ce graphique. Ce qu'on montre ici de façon très, très simplifiée, c'est la migration de Tesla vers des architectures électroniques beaucoup plus centralisées. Donc, ce qu'on appelle avant, l'ensemble des voitures avait une architecture distribuée, donc un boîtier électronique par fonction, de façon simplifiée. Et Tesla était vraiment le pionnier pour migrer vers des architectures beaucoup plus centralisées. Et ce qu'on voit ici, c'est l'impact en termes de microcontrôleurs. Donc la Tesla Model S en 2013, donc avec une architecture très, très standard, utilisait autour de 80 microcontrôleurs. La Tesla Model Y 2020, donc assez similaire ici, a utilisé 4 fois moins de microcontrôleurs grâce à cette migration ici vers une architecture plus centralisée. Donc on voit ici que finalement c'est vrai, les migrations vers des architectures plus centralisées qui sont la tendance pour les prochaines années réduisent la demande par voiture pour les microcontrôleurs, c'est vrai. Ce qu'on voit pour les microcontrôleurs, qui je le répète ici, était vraiment l'un des principaux goulots d'étranglement l'année dernière, ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils migrent vers de nouveaux process de fabrication de puces. Aujourd'hui, la plupart des microcontrôleurs sont fabriqués sur des process à 130, 90 ou 40 nanomètres. Donc, c'est la résolution ici pour la lithographie, pour la fabrication des puces. Et ce qu'on observe, c'est que la prochaine génération de microcontrôleurs commence à migrer vers des process plus avancés, à 28 nanomètres. Et c'est très important parce que c'est aussi là, sur ce toit de 28 nanomètres, que les fonderies, donc les fabricants de puces, qui ont les grosses usines, qui sont les sous-traitants pour NXP, Infineon, ST, etc., Renesas, 28 nanomètres, c'est l'un des nœuds sur lesquels ils ont le plus investi pour les prochaines années. Donc, c'est un bon signe et cette tendance devrait aider finalement à résorber cette crise d'approvisionnement pour les microcontrôleurs. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que les microcontrôleurs, ce n'est qu'une partie des puces qu'on utilise dans les voitures. Donc, dans ce slide ici, j'ai essayé de montrer les principales types de puces qui sont utilisées dans une voiture, donc les microcontrôleurs, les processeurs, les puces analogues, etc., et de les ordonner par process de fabrication. Et j'ai monté ici les années de déploiement finalement de ces process. Donc, ce que vous voyez tout de suite ici, c'est qu'il y a une grosse partie des puces utilisées dans une voiture qui utilisent des process de fabrication relativement vieux.
parfois qui ont été déployés dans les années 90 ou 2000. Et ces process de fabrication, donc à 300 nanomètres, 180 nanomètres, donc, se réduisent avec les années. Aujourd'hui, on commence à voir les premières puces pour l'automobile fabriquées en 5 nanomètres. Mais finalement, il n'y a qu'une très petite partie finalement des puces pour l'automobile qui utilisent ces process plus avancés. Et donc, je vais vous montrer les microcontrôleurs. Donc, c'est vrai que les microcontrôleurs aujourd'hui utilisent des process à 130, 90, 40 nanomètres et que les prochaines générations migrent vers des process plus avancés à 28 nanomètres. On voit cette tendance aussi sur les process pour les processeurs. Donc aujourd'hui, surtout en 10, 7 nanomètres qui vont bientôt aller à 5, 3 nanomètres. Mais si vous regardez les autres types de puces, ici, on ne voit pas vraiment cette migration vers des process plus avancés. Les puces analogues, par exemple, vont continuer à être fabriquées sur 300, 130, peut-être 65 nanomètres, mais pas plus bas. Et ça, pour des raisons physiques, ces types de puces ne migrent pas en fait vers ces process plus avancés. Et j'attire en particulier votre attention sur les puces analogues parce que c'est là où on voit dans le futur le principal risque pour l'approvisionnement pour les puces automobiles. Et pour plusieurs raisons. Donc, les puces analogues, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs centaines par voiture, contre quelques dizaines pour les microcontrôleurs. On a besoin de puces analogues pour certaines fonctions très basiques. Donc, dans chaque boîtier électronique, on a besoin de puces analogues pour toutes les fonctions de gestion de puissance, par exemple. On a besoin de puces analogues pour tous les transceivers, donc pour tous les bus, LIN, CAN, FlexRay, etc. On a besoin de puces analogues pour les fonctions RF, pour tous les drivers, pour les moteurs, pour les LED, etc. Donc vraiment, plein de fonctions dont on ne peut pas se passer dans une voiture qui ont besoin de ces puces analogues. Et si on compare la demande historique pour les puces analogues par rapport aux puces microcontrôleurs, donc à nouveau, le slide similaire, comme je vous ai déjà montré, jusqu'à l'historique jusqu'à 2002, vous voyez que la demande en moyenne par voiture pour les puces, pour les microcontrôleurs, a augmenté de façon relativement modeste, mais a augmenté beaucoup plus rapidement pour les puces analogues. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit ici un goulot d'étranglement dans le futur. Et on peut le voir aussi si on regarde les délais de livraison pour ces puces pour l'automobile. Donc, ce qu'on montre ici, c'est le délai typique de livraison, ce qu'on appelle le lead time en anglais, pour les puces automobiles, qui normalement est autour de 3 mois. Donc ici, vous voyez, c'était relativement stable avant cette crise. Et ce délai a vraiment explosé quand les premiers signes de pénurie de puces fin 2020 sont apparus. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les microcontrôleurs semblent, avec nos dernières données ici, se stabiliser. Donc, c'est pas sûr, ça pourrait remonter encore en janvier ici, mais ça semble s'améliorer. La même chose pour les autres puces. Mais si vous regardez les puces analogues, on est encore sur une courbe ascendante qui semble indiquer que les contraintes sur les puces analogues ne sont pas en train de s'améliorer, ce qui confirme ce que je viens de dire avant. Excusez-moi. Et donc, de façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déficit structurel de capacité sur ces vieux, comment dire, ces technologies matures, ces process matures qui concentrent une majorité des puces pour l'automobile. Et le problème, c'est que ces process avancés ne sont pas nécessaires simplement pour l'automobile, ils sont aussi en forte demande pour la téléphonie mobile. Les téléphones portables ont aussi besoin de plus en plus de puces analogues pour les fonctions de gestion de puissance, pour les fonctions RF, donc de communication, pour l'audio haute performance, pour les paiements sans contact. Il y a plein de fonctions qui ont besoin de puces analogues et ça augmente. Et donc, vous imaginez l'automobile en concurrence en termes de capacité avec la téléphonie mobile, ce n'est pas un bon signe. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est si on regarde les données en termes d'investissement. Là, voici les données de CEMI, donc l'organisation, l'association qui recoupe toutes les données en termes d'investissement pour la fabrication de puces. 86% des investissements
qui sont annoncés pour 2021 et pour 2022 sont concentrés sur ces process avancés de 28 nanomètres jusqu'à 3 nanomètres, 2 nanomètres, etc. Et finalement, si vous regardez le nombre de puces qui sont utilisées dans une voiture sur ce type de process, c'est vraiment minimal. Il y a peut-être 2, 3, 4 processeurs ici très avancés, et il va y avoir une dizaine de puces de mémoire, peut-être quelques caméras ici, mais la plupart sont aussi avec des process moins avancés. Mais là où la majorité des puces, finalement plus de 90% de la demande en termes de volume pour les puces, ici il n'y a que 12% de l'investissement d'équipement pour la fabrication de puces qui est concentré ici. Donc on voit vraiment ici qu'on va un petit peu dans le mur, si on peut le dire, et qu'on voit vraiment un problème ici, parce qu'il y a à la fois une concurrence de la téléphonie mobile pour ce type de process, et à la fois pas assez d'investissement pour ces procédés de fabrication. Donc on voit ici qu'il va y avoir des problèmes sans doute grandissants dans les années à venir. Donc on a identifié maintenant quel est le problème, la prochaine vague finalement possible de disruption ici pour l'industrie automobile en termes de puces. Donc les puces analogues sont sans doute le risque le plus important. Donc la prochaine étape ici, c'est d'essayer de comprendre quelle est la contrainte. Sachant les capacités de production pour les puces analogues, sachant la demande pour l'automobile, combien de voitures finalement est-ce qu'on peut produire en 2022, en 2023 et après? Donc on a essayé de construire un modèle pour aider nos clients à répondre à cette question. Et pour ça, il faut comprendre en fait les différents paramètres qui ont un impact sur cette question. Donc il faut d'abord regarder la demande, donc la demande en termes du nombre de puces par voiture. Il faut aussi regarder la demande, les autres aspects de la demande. Il y a ce qu'on appelle le papier toilette, donc ce décalage entre la demande théorique par rapport au nombre de voitures produites et à la vraie demande en termes de commandes qui sont passées. Et cet effet papier toilette, on l'a vraiment vu l'année dernière avec des fabricants de voitures, avec des équipementiers qui ont commandé beaucoup plus de puces que ce dont ils avaient besoin finalement, juste pour être sûr de recevoir les puces dont ils avaient besoin. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet papier toilette. Voilà, c'est cet effet de panique où on va acheter plus qu'on a besoin juste pour être sûr de ne pas être celui qui souffre. Il y a aussi les effets d'inventaire aussi de stock dont il faut tenir compte ici. Donc ça, c'est l'aspect de demande. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'aspect offre et l'aspect capacité. Donc, il faut considérer la capacité totale pour la fabrication de puces, donc regarder la capacité actuelle, regarder le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement en termes d'équipement ici. Il faut essayer de comprendre la miniaturisation des puces, c'est-à-dire que finalement, par wafer, dans le futur, on va fabriquer peut-être plus de puces par wafer. Et il faut aussi comprendre dans quelle mesure le mode de fabrication aujourd'hui où tout est maximisé, où on réduit les temps morts, combien de temps est-ce que les fabs, les usines de fabrication de puces peuvent continuer sur ce mode-là, sur ce mode hot lot, comme on le dit aujourd'hui. Et puis finalement, ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est sans doute l'aspect le plus important, c'est compte tenu de cette capacité totale pour les puces, par exemple les puces analogues, quelle est la partie de cette capacité qui va être allouée à l'automobile, considérant aussi la demande concurrente de la téléphonie mobile, de l'électronique grand public, de l'électronique pour l'industrie, pour les serveurs, etc. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect qu'il faut continuer. Donc c'est relativement compliqué d'essayer de prédire finalement combien de voitures peuvent être construites vu les capacités qui peuvent être allouées à l'automobile. Mais on a essayé. Et donc, je vais vous montrer un peu les étapes ici et comment on en arrive à la conclusion de notre analyse. Donc, on a commencé par quantifier la future demande de puces analogues pour l'automobile, donc en partant de ce mix de demande de puces par segment et par propulsion. Et donc,
notre modèle montre qu'en 2023, en moyenne, chaque voiture aura besoin de 26% de plus de puces analogues que l'année dernière. Donc une demande qui continue à augmenter, qui est en ligne avec les données historiques, les données actuelles, mais qui continue à augmenter. Et on a calibré notre modèle avec les vraies données rapportées par les fabricants de semi-conducteurs. Donc, ce qu'on voit en bleu ici, c'est les données en termes d'unités de puces analogues pour l'automobile fabriquées ces dernières années pour l'automobile. Et en gris, c'est notre modèle utilisant cette analyse ici. Et vous voyez que c'est très, très aligné. Donc, ce modèle semble robuste. Et ce que j'aimerais montrer maintenant, c'est une sorte de zoom sur ces dernières années, parce que c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé en comparant en bleu la livraison, finalement les données actuelles en termes de fabrication de puces qui ont été rapportées, donc ce sont des vraies données rapportées par les fabricants de puces. Et ici, la donnée théorique finalement, ou la demande théorique liée à la fabrication des voitures par segment et par propulsion. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les deux courbes sont très très alignées ici de 2017 ici où ça commence jusqu'à fin 2020. La courbe bleue et la courbe grise sont vraiment très proches l'une de l'autre. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant de voir, c'est que les deux courbes divergent ici. La courbe bleue reste plate ici, c'est-à-dire que la fabrication de puces est restée relativement stable toute l'année dernière, juste commencé à augmenter un peu à la fin de l'année, alors que finalement, la demande de puces ici, théorique, a baissé. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit que la demande de puces a baissé. Ici, j'ai rajouté la fabrication de voitures ici. Donc ça aussi, ce sont des données actuelles. Et donc, la fabrication de voitures, finalement, qui ont été fabriquées et vendues l'année dernière, a baissé l'année dernière à cause des disruptions, des problèmes d'approvisionnement à différents étages de la fabrication. Et donc, mathématiquement, mécaniquement, ici, la demande a baissé. Et donc, la fabrication a réaugmenté en fin d'année, et donc la demande a recommencé à augmenter. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que les fabricants de puces ici ont continué à fabriquer au maximum de leur production. Ici, ils n'ont pas baissé leur production. Et c'est aussi parce que cet aspect, c'est l'aspect papier toilette dont je vous parlais, les clients ont continué aussi à commander autant qu'ils pouvaient ou même à amplifier. Ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2020 quand ils sont passés en fin de queue en réduisant leurs commandes. Donc l'année dernière, les fabricants de voitures et les équipementiers n'ont pas réduit leurs commandes et ils ont continué à acquérir autant de puces qu'ils pouvaient ici. Et ce que ça veut dire ici, c'est que ce décalage entre la fabrication de puces et en fait la demande théorique de puces, vu le nombre de voitures qui sont sorties des usines, ça veut dire qu'il y a un excédent de puces l'année dernière qui a été fabriqué. Et on montre ici en orange cet excédent de puces. Et c'est très contre-intuitif finalement de parler d'un excédent de production l'année dernière, alors que tout ce dont on parlait ici, c'était de pénurie de puces. Et donc c'est important d'essayer de comprendre où sont passées toutes ces puces, parce qu'elles ont été fabriquées. Et en fait, on pense qu'une grande partie de ces puces, finalement, sont coincées, sont quelque part dans le process de fabrication. Parce que, par exemple, si vous considérez un boîtier électronique qui aurait besoin de 50 ou de 100 puces, si il y a une puce qui manque, les 49 ou 99 autres puces qui sont nécessaires pour ce boîtier électronique vont quand même être produites. Et finalement, une petite partie de ces autres puces vont peut-être être réallouées à d'autres types de systèmes, mais simplement une partie. Donc, il y a vraiment à cause de tous ces problèmes d'approvisionnement, il y a une partie des puces qui ont été produites, mais qui sont coincées quelque part dans la chaîne de fabrication, en attendant que les puces qui sont manquantes, finalement, soient livrées. Excusez-moi. Et ce type de problème apparaît aussi au niveau de la voiture entière. Vous avez peut-être vu ces reportages ou ces images d'énormes parkings de voitures
plein de voitures qui sont presque complètes, elles ont l'air complètes, donc sur des, mais les fabricants de voitures attendaient un boîtier électronique pour vraiment finir la voiture et être capable de la vendre et de la compter comme, de la comptabiliser comme produite et de la vendre. Et donc, ça aussi, c'est vraiment arrivé. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de voitures qui ont été coincées comme ça dans la chaîne de fabrication. Et pour chacune de ces voitures, ça veut dire qu'il y a sans doute eu autour de 1500 puces de produites, sorties des usines, produites, assemblées dans les boîtiers électroniques, mais qui ne sont pas comptabilisées dans cette, finalement, dans les ventes de voitures ou dans les productions de voitures, parce que la voiture n'est pas finie finalement. Donc ça, c'est là où finalement une grosse partie de ces puces qui ont été, de cet excès de fabrication a été, est arrivé finalement. Et puis, il y a aussi ce que je vous disais aussi, il y a cet papier toilette et puis il y a aussi le fait que les équipementiers, on l'a vu surtout en fin d'année dernière, ont commencé à regonfler leur stock en prévision de l'année prochaine. Donc, ce qui fait aussi qu'ils ont continué à commander des pièces ici. Ça explique une partie de cet excès de production. Et j'aimerais vous inviter à regarder aussi la fin de cette courbe parce que c'est plutôt positif pour l'année 2022. Si vous regardez d'abord la fabrication de voitures, comme je l'indiquais, après avoir décliné très fortement toute l'année 2020, au dernier trimestre, la fabrication de voitures est repartie à la hausse. Et ce qu'on peut voir aussi en termes de puces, la fabrication de puces analogues et finalement a stagné du dernier trimestre 2020 au troisième trimestre 2021. Et on voit qu'elle est en courbe ascendante fin 2021, ce qui est un très très bon signe. Et la raison pour ça, c'est ce qu'on avait déjà annoncé, c'est que les, les investissements pour augmenter les capacités pour des lignes qui existaient déjà, donc qui ont été ces décisions d'investissement qui ont été faites, qui ont été prises fin 2020, quand on a vu les premiers signes de pénurie, ça ont pris à peu près 1 an avant de produire des effets. Et donc, à partir du dernier trimestre 2021, il y a un peu plus de capacité de production sur les lignes déjà existantes. Donc, ça augmente finalement la courbe. C'est une très bonne nouvelle. Et ce qui se passe aussi, c'est que les problèmes que j'ai évoqués plus tôt dans cette présentation sur le back-end, donc sur avec les confinements en Asie du Sud-Est qui ont vraiment impacté la fabrication de puces sur la dernière étape de fabrication des puces de juin jusqu'à octobre, ça s'est finalement résolu. Et on a, à partir du mois d'octobre, plus de capacités d'un coup qui arrivent sur le marché aussi. Donc, c'est une très bonne nouvelle avec plus de capacités aussi en back-end, pas simplement en front-end ici. Donc, la prochaine étape ici, c'est d'essayer de comprendre quelle est la capacité de production de puces analogues pour l'automobile dans les prochaines années. Et ici, à partir des données de CEMIS sur les capacités actuelles pour l'automobile, pour l'analogue, à partir des données d'investissement qui ont été déjà annoncées, et aussi à partir des données que nous avons sur la demande des autres marchés, de la téléphonie mobile, l'industrie, l'électronique grand public, qui sont finalement concurrentes pour ces capacités, nous avons construit ce modèle en termes de capacité, avec un modèle optimiste et un modèle pessimiste. Et la principale différence entre les deux, ça va être vraiment la demande, la concurrence des autres demandes et combien de capacité va être allouée vers l'automobile ou vers les autres industries. Et si on regarde le scénario médian ici, on voit une augmentation de la capacité pour les puces analogues de 18% cette année, donc c'est positif, 18%, et puis 13% en plus en 2023. Donc ça a l'air positif comme ça, mais ce qu'il faut aussi faire, c'est convertir ce nombre de puces, cette capacité en termes de nombre de puces, en nombre de voitures qui peuvent être fabriquées avec ce nombre de puces. Et c'est un petit peu plus préoccupant ici. Si vous regardez ici les deux scénarios, même le scénario optimiste ici montre finalement une sorte de plateau juste en dessous de 25 millions de voitures,
en termes du nombre de voitures qui peuvent être fabriquées, vu les contraintes en termes de capacité pour l'analogue dans les 2 prochaines années, en 2022 et en 2023. Donc, ce n'est pas une énorme explosion, c'est vraiment important de voir ça ici, de la capacité. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que dans les 2 scénarios ici, la capacité traduite en termes de voitures commence à baisser à la fin de 2023 et début 2024. Et c'est un petit peu difficile à comprendre a priori, mais est-ce que j'invite à vous souvenir du graphe que je vous ai présenté un petit peu avant, qui montrait que la demande pour les puces analogues continue à augmenter très fortement. En 2023, chaque voiture aura en moyenne besoin de 26% de plus de puces analogues qu'en 2021. Et ce que ça veut dire, c'est que malgré cette augmentation de la capacité ici que je vous ai montré, cette augmentation de la capacité de fabrication de puces n'est pas suffisante pour absorber la demande qui continue à accroître sur ce type de puces dans l'automobile ici. Et c'est vraiment très important de garder ça en tête ici, et c'est finalement le point le plus préoccupant de notre analyse. Et donc là, j'ai rajouté notre prévision de voiture pour l'automobile. Donc, de façon générale, le message principal, c'est que le marché automobile, dans les prochaines années, ne va pas être défini par la demande, comme il l'a été par la demande des consommateurs, comme il l'a été pendant les 10, 20, 30 dernières années. Il va continuer pour les prochaines années à être défini par l'offre et en particulier par les contraintes de semi-conducteurs. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, l'offre, donc la demande pour 2022-2023 est en ligne avec un scénario médian en termes de production, mais qu'il y a vraiment un risque fin 2023-2024 ici, avec finalement plus de pression et finalement peut-être à nouveau des problèmes d'approvisionnement. Je ne veux pas être trop pessimiste ici, c'est pour ça que j'ai rajouté ces commentaires. Quelques notes ici. De façon générale, c'est un modèle qui a beaucoup de variantes, et je dirais qu'à partir de mi-2023, il devient moins robuste. Donc, ne prenez pas ici prenez ce scénario ici plutôt comme une alerte à l'industrie. C'est basé sur les capacités qui sont connues aujourd'hui en termes pour les fabrications de puces. C'est basé sur les investissements qui sont connus aujourd'hui aussi, janvier 2022. Ce qu'on espère, c'est qu'en tirant, en sonnant l'alarme ici, c'est qu'il va y avoir davantage finalement de capacité d'allouer ici, et qu'il va y avoir plus d'investissements finalement venir pour rehausser finalement ces plateaux, cette limite qu'on voit aujourd'hui avec les données actuelles. Et ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que ça dépend de la demande des autres industries. Et là aussi, c'est quelque chose qui bouge. Mais de façon générale, un risque fin 2024, fin 2023, début 2024. Et le message principal ici, c'est que le marché automobile va rester défini par les contraintes en termes de livraison de puces. Donc, le message de ma présentation, c'est que oui, c'est le monde d'après, finalement, c'est le new normal, comme on le dit en anglais. Et on voit que finalement, la chaîne industrielle, en particulier les fabricants de voitures, se préparent pour ça. Et on a vu vraiment une révolution, on peut dire le terme révolution, dans la façon dont les fabricants de voitures considèrent les puces ces 12-13 derniers mois. On voit vraiment qu'ils sont de plus en plus impliqués dans la chaîne industrielle jusqu'aux fabricants de puces, et avec différents angles ici. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que les fabricants de voitures ont commencé à coopérer non plus avec leur Tier 1, avec leurs équipementiers, avec leur Tier 2, avec les fabricants de puces, mais ils commencent à coopérer avec les Tier 3, donc avec les fabricants avec les fonderies, donc ceux qui sont les sous-traitants des fabricants de puces, donc les TSMC, Global Foundries of this world, de ce monde. Et c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et on voit ici les dernières annonces qui sont très récentes. Ford qui annonce une coopération avec Global Foundries en novembre, General Motors avec TSMC, BMW avec Global Foundries. Donc tout ça vraiment concentré depuis novembre. Donc c'est très très nouveau. Ce qu'on voit aussi, c'est que les fabricants de voitures sont plus impliqués dans
dans le design même des boîtiers électroniques et des puces qui vont être choisies et même des puces qui vont être designées ici. Et l'un des exemples les plus intéressants qu'on a trouvé, c'est l'exemple de General Motors ici, qui a annoncé récemment une coopération avec une série de fabricants de puces, Qualcomm, ST, Renesas, onsemi, NXP, etc. Et leur objectif, finalement, c'est de changer la façon dont les puces sont designées pour l'automobile. Aujourd'hui, vous allez avoir énormément de puces qui sont très spécialisées pour une fonction unique. Une puce dédiée, par exemple, au système de freinage, une puce dédiée au, euh, au système airbag, par exemple, ou TPMS pour la pression des pneus. Ce qui veut dire, c'est que finalement, il y a beaucoup de points, de chaînons qui peuvent être le chaînon manquant finalement dans cette fuse. Ils sont très exposés avec cette énorme diversité de puces qui sont nécessaires pour une voiture. Et ce que General Motors, commence à changer ici, c'est de se débarrasser de ces puces très spécialisées et d'utiliser beaucoup plus des puces qui peuvent être utilisées de façon plus universelle pour de nombreuses fonctions. Et leur objectif est vraiment très ambitieux. Donc, si on regarde les microcontrôleurs, leur objectif, par exemple, est de réduire par 95% la diversité, la variété de microcontrôleurs qu'ils utilisent pour leurs véhicules. Et là, on peut comprendre vraiment qu'ils seront beaucoup moins exposés s'ils ont finalement une puce qui peut être utilisée pour beaucoup plus de choses. Cette puce, à cause de ses volumes, va avoir beaucoup plus de volume et va avoir aussi la priorité dans la fabrication. Et c'est quelque chose que j'ai entendu d'autres fabricants en Europe aussi, mais ça n'a pas été encore annoncé. Et finalement, une autre approche qui est très intéressante, c'est l'approche de Stellantis qui a annoncé récemment sa coopération avec Foxconn. Donc Foxconn n'est pas un fabricant de semi-conducteurs historique. Foxconn, c'est un assembleur électronique. C'est la société qui fabrique tous les produits pour Apple. Tous les iPhones, tous les iPads, etc. sont fabriqués par Foxconn. Foxconn a récemment commencé à investir dans la fabrication de semi-conducteurs aussi. Ils ont acquis une vieille fab en 6 pouces qu'on pense qui pourra être utilisée pour les composants de puissance, pour l'électronique, pour les voitures électriques. Et au départ, quand on a entendu parler quand Stellantis a annoncé cette coopération, on s'attendait à ce que ce soit l'angle en fait de cette coopération. Et en y réfléchissant plus ce qu'on pense maintenant, c'est que Foxconn, qui a un énorme pouvoir d'achat finalement auprès des fabricants de semi-conducteurs, parce qu'il achète tellement de puces pour Apple, qui est le roi finalement de cette chaîne, qui a toujours la priorité. Ce qu'on pense, c'est que Foxconn utilise finalement cette position très particulière qu'il a grâce à sa fabrication et à ses achats pour Apple, pour avoir la priorité aussi pour l'achat de puces automobiles pour ses clients. Et ça peut être aussi un autre angle dans cette coopération entre Stellantis et Foxconn pour aider finalement Stellantis à passer devant la queue, devant tout le monde ici, grâce à son partenaire Foxconn. Donc on voit ici quelques approches très différentes ici qui sont vraiment intéressantes des fabricants de puces pour se garantir leur approvisionnement dans les années à venir ici. Donc on vient à mon dernier slide maintenant. Donc de façon générale, oui, c'est les pénuries de puces, c'est le monde, c'est le nouveau monde, c'est le monde d'après, the new normal. On s'attend à ce que cette année, ça commence à aller mieux. Il va y avoir plus de capacité sur les fabs existantes qui ont commencé à se faire sentir dès fin 2020. Donc ça, on a déjà commencé à le voir avec la courbe de fabrication fin 2021. On voit aussi que les problèmes d'approvisionnement sur la chaîne, sur l'encapsulation des puces en Asie du Sud-Est avec les confinements du Covid, ça s'est résorbé et ça va mieux. On voit aussi que les fonderies, en particulier TSMC, à partir de la deuxième partie de 2022, vont être capables d'allouer plus de capacité pour l'automobile par rapport à l'électronique grand public ou à la téléphonie mobile. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais après les microcontrôleurs qui ont été le principal problème en 2021, nous voyons les puces analogues dont on a besoin partout dans les voitures qui ont vraiment le risque d'être la principale contrainte dans les prochaines années. Et ça pour plusieurs raisons.
le nombre de puces analogues par voiture augmente plus vite que le nombre de microcontrôleurs. Il y a une forte demande pour ces puces analogues aussi pour la téléphonie mobile. Il y a un déficit de capacité installée aujourd'hui, il y a un déficit d'investissement annoncé sur ces technologies matures qui sont nécessaires pour les puces analogues. Et les puces analogues ne migrent pas vers des process plus avancés, comme j'ai déjà expliqué. Et donc, aujourd'hui, considérant la demande pour les puces automobiles, pour l'analogue, considérant les capacités en place, considérant les investissements qui ont été annoncés, on voit un risque fin 2023 à nouveau. Mais encore une fois, c'est un risque, c'est une alarme qu'on sonne. Et ce qu'on espère vraiment, c'est qu'il va continuer à y avoir plus d'investissements ici et qu'il soit possible de rehausser finalement ce palier, qu'on a vu, ce plateau qu'on a vu en termes de capacité de production fin 2023-2024 pour résorber cette crise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions jusqu'à maintenant, mais je suis prêt pour prendre vos questions. Merci Jérémy. Oui, il y a eu quelques questions. Alors, moi, je vais permettre d'ouvrir le bal et d'en poser une. Si on revient sur votre slide 28, en fait, on voit... Vous pouvez revenir un petit peu en arrière. 28. On voit l'évolution sur la slide 28, ouais, ou juste avant. Oui, celle-ci, en fait. Donc ça, c'est des hypothèses, ou c'est des... Enfin, c'est pas des hypothèses, mais c'est de nouvelles tendances, en fait. Est-ce que celles-ci sont prises en compte dans le slide précédent et dans les graphes précédents où on voit l'évolution Pas encore, je dirais. Est-ce que pas encore? Alors Ça en fait pas il y a partie, deux en fait, effets. parce que notamment. Il y Enfin, a deux effets. Si vous regardez finalement Ford, GM, BMW, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils passent devant la queue, devant les autres. Ce n'est pas quelque chose qui augmente la capacité totale pour l'automobile, vraiment. C'est plus leur propre stratégie pour être sûr qu'ils ne soient pas les victimes de cette capacité. Donc, ça n'a pas un gros changement, je dirais. C'est la même chose pour Stellantis ici. Ça n'a pas un gros changement. Ce deuxième-là, ça va avoir plus d'impact parce que finalement, l'industrie, une fois qu'on aura moins de puces dédiées, l'industrie va être plus résiliente, va être moins exposée aux fluctuations de la demande, à un incendie dans une fab ici et là. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça prend plusieurs années avant que ces nouveaux designs soient en place, soient produits et finalement soient utilisés dans les nouvelles voitures. Donc ça, c'est vraiment un changement à plus long terme. Sur la fenêtre ici, jusqu'à fin 2023, on ne va pas encore voir les résultats de ce type de nouvelle approche ici. D'accord. Ok. Merci Jérémy. Du coup, alors je vois qu'il y a une main levée, donc je vais passer la parole. Donc c'est Monsieur Burnotte qui avait une question. Je vous laisse vous exprimer. Allez-y. Pas forcément une question, mais plutôt des informations complémentaires. Donc, je suis directeur général d'Alliancis et président du SNES, le SNES étant le syndicat professionnel des fabricants d'électronique français. D'accord. Donc, je suis 100% en phase avec ce que vous annoncez. Okay. Alors, j'ai annoncé ça il y a déjà 4 ou 5 ans et j'étais un peu tout seul, personne ne m'a écouté. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup de semi-conducteurs, mais personne ne parle des composants passifs. Aujourd'hui, il y a des arrêts de production, y compris sur des usines d'automobiles, à cause de composants passifs. Et à ma connaissance, on augmente les capacités de production en semi-conducteurs, vous venez de le dire, vous venez de le démontrer, alors pas forcément de la bonne façon, puisqu'il n'y a pas une répartition entre les investissements et les besoins qui sont en phase. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que, comme je me plais souvent à le dire, on a augmenté la capacité de fabrication des moteurs, mais personne ne s'occupe de savoir si on va avoir des roues. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'augmentation de capacité de production de composants passifs, donc les résistances, les condensateurs, enfin tout ce qu'on va bien. Ouais. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est en arrêt de production de manière constante pour des problèmes de composants passifs. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois au niveau de l'État, dans différentes conférences,
Donc je profite d'aujourd'hui pour le redire, attention, parce que dans les composants passifs, ça, il n'y a pas de maîtrise des Européens, hormis TDK qui a racheté les usines de nos amis, de nos ex-Siemens. Ouais. C'est des technologies qu'on ne maîtrise plus. Moi, j'ai fait 20 ans de Philips, hein, donc c'est des choses que je connais assez bien. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les investissements sont fléchés vers les semi-conducteurs et il ne reste pas grand-chose, ou en tout cas, on n'en entend pas parler de ce qui est en train de se faire pour les composants passifs, je viens de le dire. Donc, dans les composants passifs, il y a les CAPA, les résistances. Il y a aussi des composants qui sont de plus en plus sollicités, donc les selfs. Et avec les selfs, il y a des problèmes de matériaux, notamment de ferrite. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut changer en quelques semaines, en quelques mois. Et donc, attention, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se font côté semi-conducteurs qui sont insuffisantes. Mais je peux vous dire que côté composants passifs, ça sera le problème majeur si ce n'est pas déjà le cas dans certaines des usines qui vous concernent. Ouais. C'est quelque chose dont on a entendu parler souvent. C'est pas on ne suit, mon équipe est vraiment dédiée aux semi-conducteurs, donc on ne suit pas. Mais on entend souvent, je confirme ce que vous dites, on entend souvent des questions là-dessus et on entend souvent des alarmes sur le fait qu'il y a, voilà, il y a pas assez d'investissement sur ce type de composants. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et donc on va devoir encore souffrir très longtemps si personne s'en occupe. En fait, le problème des composants passifs, c'est que déjà, rien que leur nom les dessert. Et donc, trouver des investisseurs pour les composants actifs, c'est encore assez facile. Mais dans les composants passifs, ça émeut personne. Il faut dire aussi que bien souvent, on a des problèmes de prix parce que la valeur de l'emballage est supérieure à la valeur du composant qui se trouve dans l'emballage et que ce n'est pas super motivant pour les fabricants de composants d'aller investir là-dedans. Mais sans résistance et sans CAPA, les microprocesseurs ne servent pas à grand-chose. Donc attention. Ouais. Et c'est un problème qu'on voit même à l'intérieur de la chaîne de fabrication des semi-conducteurs. Là où on voit des problèmes, je l'ai cité au début de présentation, c'est sur les substrats pour assembler les semi-conducteurs. Et ce qui ont un peu le même problème, ce sont les substrats pour l'encapsulation. Il y a très très peu de marge sur ces composants. Et finalement, le problème ici, c'est sans doute la même chose pour les composants passifs, c'est que les fabricants sont très, très prudents pour investir parce que les marges sont tellement faibles, c'est que s'ils investissent de trop, ils ne vont plus faire de profit. Donc, on voit aussi à l'intérieur de la chaîne semi-conducteur sur les substrats des problèmes assez similaires à ce que vous dites sur les composants passifs. Et il y a une autre catégorie dont on n'a pas parlé, alors qui fait partie des semi-conducteurs et qui m'inquiète assez lourdement, c'est que il y a toute une catégorie de composants qu'on appelle les diodes, les transistors, des choses comme ça, notamment tous les diodes de signal, des composants un peu simples qu'on peut trouver un peu partout. Donc, quand je regarde ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, les fabricants européens et, j'allais dire, américains ont cédé leur ligne de fabrication et les licences qu'elle est avec aux Chinois. Donc, je pense par exemple aux diodes 1N4148, aux diodes 1N4001, 4004, enfin qui sont des standards de l'électronique qui sont aujourd'hui sous domination chinoise. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'alternative. Donc le jour où les Chinois décident, pour une raison ou pour une autre, de ne plus livrer ces composants, et ben même si c'est des composants simples, il y a tout qui va s'arrêter. Sur les diodes, on a regardé aussi les diodes. On a plusieurs fois, on a souvent posé la question dans nos entretiens. On n'a pas entendu d'exemple, peut-être qu'on en a raté, mais on n'a pas entendu d'exemple où les diodes étaient la raison pour une voiture qui n'était pas fabriquée. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est sous dominance chinoise. Oui, ça c'est vrai. C'est des technologies qu'on a laissé partir parce que, en fait, elles sont de la même façon que les puces analogiques. Là, on est dans l'analogique, enfin, même si ça peut être de la logique, mais enfin bon, bref. Donc, c'est plutôt des technos qui sont relativement anciennes. Pour gagner de la place ou pour pas réinvestir, on a laissé filer ça. Et c'est des composants qui sont plus maîtrisés
par les Européens ni souvent par les Américains. Et attention, parce que ces technologies simples qui sont pas chères et qu'on trouve partout peuvent devenir des goulots d'étranglement de manière extrêmement forte et rapide si on n'y prend pas garde. Ouais. Je me permets, je vous coupe parce qu'on est arrivé à la fin du temps. Il y a une dernière main levée, donc je voudrais quand même passer la parole. C'est Monsieur Génie. Oui, moi j'ai deux questions. Bon, déjà, je comprends que le choc d'offres, il n'est pas prêt de s'arrêter, hein, compte tenu de tout ce qu'on entend. Et la question que je voulais poser à notre brillant intervenant de IHS, est-ce que vos collègues prévisionnistes qui nous donnent des choses très utiles, des prévisions de production par usine, par constructeur, etc., qu'on utilise énormément dans nos provisions de plans industriels et commerciaux, est-ce qu'ils tiennent compte de ces prévisions, de toutes ces données que vous nous avez montrées aujourd'hui, ou est-ce que vous prenez brut pour net les données constructeurs? Non, c'est une très bonne question. En fait, c'était la chaîne s'est inversée l'année dernière finalement. Avant, on était simplement consommateur des données qui venaient de nos collègues des prévisions de voitures et on en déduisait la demande en termes d'automobile. Maintenant, on est complètement intégré dans le process de fabrication des voitures. On a de prévision de production de voitures. Finalement, on a des réunions de travail toutes les semaines, tous les lundis, pour voir ce qui s'est passé et pour s'aligner sur quelles sont les contraintes en termes d'automobile et qu'est-ce que ça veut dire en termes de production de voitures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans la deuxième partie de l'année dernière, quand on a vraiment compris que ça n'allait pas s'améliorer à court terme. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est nouveau. Donc, si je comprends bien, et pour finir, l'indice de confiance, il est bon jusqu'à 2023 et il diminue à partir de fin 2023 et surtout sur 2024. Voilà, parce que en fait, les données dont on a besoin pour ça, c'est la donnée fondamentale, finalement, c'est les capacités en place et l'investissement. Et on a ces données-là jusqu'à 2022 pour les capacités et jusqu'à 2023 pour l'investissement. Donc, c'est à partir de là, c'est pour ça qu'on est plus juste dans la continuation, mais c'est moins robuste. Merci infiniment. Okay. Merci Jérémy. Je passe, donc on a épuisé le temps. Je passe juste une dernière remarque qu'on a dans le chat là, de Stéphanie Maudou qui dit « Les alliances comme celle de Stellantis-Foxconn ont-elles déjà une incidence aujourd'hui ? Par exemple, depuis fin 2021, Stellantis ferme moins de sites que d'autres constructeurs et présente de belles prévisions pour le premier trimestre 2022. Est-ce grâce à un approvisionnement de puces via ce partenariat ?» Je ne sais pas encore. Je n'ai pas l'information. En tout cas, c'est une remarque. Voilà, c'est ce qui... Ouais. On comprend la remarque. Ok, je vous remercie. J'ai un autre rendez-vous, là je vais être en retard, donc il faut que j'arrête. Donc merci à tout le monde, merci pour les commentaires, c'était très intéressant aussi. Merci beaucoup Jérémy. Un grand merci Jérémy. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Impressionnant. Au revoir. À bientôt pour la suite. Merci. Merci.